Avant de commencer, j'aimerais bien partager avec vous un nouveau site web lié à la chaîne. Donc c'est un site web que j'ai créé pour mettre tous les examens, la correction des examens, les examens et les cours qui sont relatifs pour les mathématiques. Donc c'est un site nommé www.medima.cc. Voilà, donc il y a plusieurs sections, la section pour troisième année collège, tronc commun, première année bac, deuxième année bac et la toute dernière session pour l'intelligence artificielle et Python. Donc ça c'est un autre niveau, c'est un peu des maths appliquées, mais on va y aller au fur et à mesure, donc étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière étape. Donc comme vous le voyez, donc c'est là où on a consolidé tous les cours pour troisième année collège, pour tronc commun, pour le lycée. Et en tout dernier pour les mathématiques appliquées, principalement avec l'intelligence artificielle, Python et le quantum machine learning. Ça, on va voir ça après, mais on va voir tout ça au fur et à mesure. Là, on est sur la troisième année collège. Donc, d'année en année, on va évoluer ensemble. Donc, pour le tronc commun, première année bac, deuxième année bac, on va aller voir au-delà de ça pour les maths appliquées. Donc, je vous laisse le soin de découvrir notre site. Et n'hésitez pas à le partager aussi. Donc, je suis ravi de vous annoncer un événement épique qui va plaire à beaucoup de nos abonnés. Donc, on va lancer un incroyable giveaway. C'est une PlayStation 5 ou une tablette iPad ou une Xbox. Donc, vous avez le choix. Il y a un sondage que j'ai mis sur notre chaîne. Le sondage qui va emporter le plus de pourcentage, donc sera votre giveaway. Donc pour participer, c'est simple, il vous suffit donc de suivre 3 étapes faciles. Premièrement, assurez-vous de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer aucune mise à jour. Deuxièmement, laissez-nous un commentaire sur une des vidéos, sur toutes les vidéos. Donc en mettant un commentaire ou un j'aime. Et la dernière étape, c'est que vous partagez le maximum des vidéos avec vos amis pour multiplier vos chances de gain. Voilà, donc restez connectés avec notre chaîne. Et d'ici quelques mois, donc après qu'on va atteindre un certain nombre d'abonnés, je vais lancer donc le giveaway et je vais annoncer le regagnant de cette PlayStation 5 et on va faire une petite vidéo pour montrer vraiment que la personne a vraiment gagné donc la console. Et sans tarder, on commence à la correction de l'examen. Et on attaque le problème. Donc problème, il est à 8 points. Très bien. Première partie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On considère les deux fonctions u et v définies sur R par u de x est égal à exponentielle de x et v de x qui est égal à x. Très bien. Tracer dans un même repère orthonormé les courbes c de u et c de v des fonctions u et v. Très bien. Ce qu'il va falloir retenir, c'est des fonctions usuelles. Donc ça, on a déjà vu dans le cours. On sait comment tracer donc la fonction exponentielle de x. Et x, c'est une droite. C'est une droite linéaire. Donc ça, c'est facile. Donc on écrit quoi? On écrit, voilà. Donc c'est des fonctions usuelles. On a u de x et v de x sont des fonctions usuelles. U de x est égal à exponentielle de x. Donc c'est une fonction qui est définie sur R. On va écrire ça aussi. Fonction définie sur R. Donc c'est une fonction croissante aussi. Donc une fonction, on va écrire toutes les propriétés de cette fonction. Fonction croissante. Quoi d'autre? On sait que c'est une fonction positive parce qu'il se situe au-dessus de l'axe des abscisses. Donc c'est une fonction positive. Se situe au-dessus de l'axe des abscisses. Très bien. Quoi d'autre? Son ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est u de 0 qui est égal à combien? C'est exponentielle de 0 qui est égal à 1.
n'est que l'ordonnée à l'origine. Quoi d'autre? Sur moins l'infini, on a une asymptote. Et sur plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. On a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Ah, c'est du cours, ça. Très bien. Et pour v de x, qu'est-ce qu'on peut écrire pour v de x? Ça, c'est classique, hein. C'est x, donc c'est une fonction définie aussi sur R. Donc, fonction qui est définie sur R. C'est une fonction linéaire, donc ça on a déjà, c'est classique, hein. Donc fonction linéaire. Et sa représentation est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà. Voilà, donc et pour tracer cette droite, on aura besoin de 2 points. On sait qu'elle passe par l'origine du repère, c'est-à-dire qu'il va passer, on va dire qu'il va passer par le point O de coordonnées 0, 0. On pourra dire aussi qu'il peut passer par le point A de couple de coordonnées 1, 1. Pourquoi? Parce que V de 1 est égal à 1, tout simplement. Voilà. Et on trace donc C de V et C de U. Prends la règle. Trace l'axe des ordonnées. Et on trace l'axe des abscisses. Très bien. Ça, c'est X, Y. On a quoi? On a un repère orthonormé. On va prendre l'origine O. On va dire que ça, c'est 1, 2, moins 1, moins 2, 1 et 2, moins 1, moins 2. Vecteur I, vecteur J. Voilà. Donc c'est un repère orthonormé O, I, J. On va prendre une échelle. Hein. On va prendre une échelle de 1 cm pour 2 carrés. Voilà. 1 cm pour chaque unité. On va dire ça c'est l'échelle choisie. D'accord? Et ben voilà, donc on trace le point A aussi, comme ça on facilite les choses, très bien. Alors là, pour la fonction U de X, donc on a une asymptote, on va la tracer avec une autre couleur, avec du vert. Sinon, couleur plus claire. Elle passe par le point grand J. Et une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Très bien. Voilà.
Et nous avons la droite, on va la tracer avec une couleur verte, qui passe par le point O et par le point A. Voilà, donc la représentation de la courbe C de V. Ça, c'est CV. Et ça, c'est C de U. Très bien. Donc, voilà la représentation. Qu'est-ce qu'il me demande aussi? Donc, question 2. Justifier graphiquement que exponentielle de x moins x est strictement supérieur à 0 pour tout x de R. Bah, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a la courbe de C de U de la fonction I de X est au-dessus de la courbe C de V. Ça, on l'envoie. Donc, sur la représentation graphique, on a C de U et au-dessus de la courbe de C de V. Et si on a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se touchent pas. Donc, il n'y a pas d'intersection entre les deux courbes. Donc, systématiquement, on conclut que I de X est strictement supérieur à V de X. On a l'expression de I de X et on a l'expression de V de X et on peut dire que exponentielle de X moins X est strictement supérieur de 0 pour tout X de R. D'accord? Donc, on a la courbe C de U de la fonction I de X est au-dessus de la courbe CV de la fonction V de X pour tout X de R. Et là, on le remarque sur la représentation. Sur tout l'axe des abscisses, il n'y a pas d'intersection. Et toujours, on a C de U au-dessus de C de V. Donc, ça, c'est clair. Donc, on conclut. Donc, pour tout X appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? U de X strictement supérieur à V de X. Donc, pour tout X appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? Exponentielle de X strictement supérieur à X. C'est-à-dire que exponentielle de X moins X est strictement supérieur à 0 pour tout X appartenant à R. Voilà. Maintenant, question numéro 3. Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe C de U, la courbe C de V et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1. Très bien, ça on l'a déjà vu, c'est l'intégrale qui permet de calculer l'aire. Il va falloir juste définir donc cette aire qu'il va falloir calculer. Donc on trace déjà avec une autre couleur les droites. On va prendre quelle couleur on va prendre? Très bien. Donc x est égal à 0, c'est ici. Donc c'est cette partie. On ne va pas tracer toute la droite, mais juste une partie, l'aire qu'il va falloir calculer. Donc ça, x est égal à 0 et x est égal à 1. C'est cette partie. Donc l'aire qu'il va falloir calculer, c'est R. Donc délimité par l'axe, par la courbe C de U, C de V, x est égal à 0 et x est égal à 1. C'est ici. Toute cette partie qu'il va falloir calculer. Très bien. Pour calculer ça, c'est l'intégrale. On va utiliser l'intégrale. Donc, troisième question. L'aire délimitée par la courbe C de U, C de V et les droites d'équation
x est égal à 0 et x est égal à 1. Très bien. Donc l'air, c'est quoi? On a vu dans le cours, pour calculer l'air, quelle est la règle? Donc l'air est égal à l'intégrale de quoi? De la valeur absolue de f de x moins g de x, d de x, fois l'unité de l'air, bien sûr. Entre quoi? Entre x, on va dire que x1 et x2, avec x2 strictement supérieur à x1. D'accord? Donc on applique donc cette règle. Donc l'air dans notre cas, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de quoi? De la valeur absolue de i de x moins v de x, d de x, fois l'unité de l'air. D'accord? Et or, on sait quoi? u de x moins v de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x moins x. Et on a montré quoi? Exponentielle de x moins x est strictement supérieure pour tout x appartenant à R. D'accord? Donc du coup, l'intégrale, qu'est-ce qu'il redevient? On conclut que l'air est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x moins x d de x fois l'unité de l'air. Bien sûr, pour tout x appartenant à R, on a exponentielle de x moins x qui est strictement supérieur à 0, donc il est positif. Très bien. Maintenant, pour calculer ça, il va falloir les primitives de exponentielle de x. On sait que la fonction primitive de exponentielle de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x plus c. Avec c, c'est une constante qui appartient à R. Et x, ça on connaît, c'est classique, hein, donc c'est x exponentielle de 2 sur 2 plus, on va dire, c', c'est une constante aussi, c' qui appartient à R aussi. D'accord? On va en remplacer là, donc dans notre expression, exponentielle de x plus c moins x au carré sur 2 moins c' de 0 à 1. D'accord? Donc, fois l'unité de l'air, bien sûr. Donc, l'air est égal à quoi? Exponentielle, on va dire exponentielle de 1 plus c moins 1 sur 2 moins c' moins exponentielle de 0 moins c plus 0 sur 2 plus c' fois l'unité de l'air. Donc l'air est égal à combien? On va simplifier déjà les constantes. C' avec C' et C avec C. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, c'est exponentielle moins 1 demi moins 1 fois l'unité de l'air. On a déjà quoi pour l'unité de l'air? C'est quoi? C'est 1 cm fois 1 cm selon l'échelle qu'on a choisie. Donc l'unité de l'air, cette fois, c'est centimètres carrés. Donc l'air, c'est rien que exponentielle moins 1 demi moins 1 centimètres carrés. Et ça, c'est exponentielle moins 3 sur 2 centimètres carrés. Voilà. Donc voilà l'air. Et on passe à la partie 2. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à x plus 1 moins ln de exponentielle x moins x. D'accord? Donc f de x qui est égal à x plus 1 moins ln exponentielle de x moins x. Très bien. Première question, petit a, vérifie que f est défini sur R. 1, petit a. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, je vois qu'il y a un exponentiel x moins x qu'on a vu sur la première partie qui est strictement positive. Donc c'est bien, ça nous aidera aussi. Donc x plus 1, c'est un polynôme de premier degré. Donc x plus 1 est défini sur R. Et la condition qui me reste, c'est que le ln exponentielle de x moins x, donc
la condition, c'est que exponentielle de x moins x doit être strictement supérieur à 0. Et ça, on l'a vu sur la première partie. Donc, d'après la partie 1, on a montré que exponentielle de x moins x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, le domaine de définition de f, x appartenant à R tel que la condition est vérifiée. Donc, d de f, c'est R. Voilà, c'est simple. Petit b, montrer que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à 1 moins ln de 1 moins x exponentielle moins x. Très bien, montrons que f de x est égal à 1 moins ln de 1 moins x exponentielle moins x pour tout x appartenant à R. Alors, on va partir de l'expression, la première expression qu'ils nous ont donnée. Donc, f de x est égal à quoi? Est égal à x plus 1 moins ln d'exponentielle x moins x. Et ça, comment je pourrais l'écrire? Donc, f de x est égal à quoi? Ben, x. Donc, j'aurais besoin d'un ln. Donc, je peux dire que c'est ln d'exponentielle x, ça c'est x, plus 1 moins ln exponentielle x moins x. D'accord? Et là, j'ai un ln positif et un ln négatif. Voilà, vous connaissez que ln de a sur b, ça est égal à quoi? C'est ln de a moins ln de b. Ben, c'est ce que je vais appliquer. Donc f de x n'est rien quoi? N'est rien que 1 plus ln d'exponentielle x sur exponentielle x moins x. Mais là, j'ai un moins, donc je peux inverser. Donc f de x est égal à 1 moins ln exponentielle x moins x sur exponentielle de x. Et ça, c'est quoi? C'est f de x est égal à 1 moins ln exponentielle x sur exponentielle, ça va être 1 et moins x sur exponentielle de x. Et f de x redevient 1 moins ln 1 moins x exponentielle moins x, tout simplement. Pour tout R, pour tout x appartenant à R, bien sûr. Voilà. Très bien, donc on vient de montrer cette expression. Maintenant, petit c, en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1, puis interpréter géométriquement ce résultat. Très bien, donc voilà, la limite, calculant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 1. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, de quoi? De 1 moins ln de 1 moins x exponentielle moins x est égal. Alors pour calculer la limite de cette expression, qu'est-ce qu'on voit? Oui, il faut calculer, donc ça revient de calculer la limite de x quand elle tend, on a moins x exponentielle moins x. Comment je pourrais calculer cette limite? Vous savez, ouais, on connaît donc la limite usuelle. La limite usuelle de quoi? De x quand elle tend vers moins l'infini de quoi? De x exponentielle de x est égal à quoi? Est égal à 0. Ben, cette expression que je vais utiliser, on va poser quoi? On va poser que t est égal à moins x. D'accord? Ainsi, quand x tend vers plus l'infini, on aura t qui va tendre vers moins l'infini. C'est normal parce qu'il y a le signe moins. Donc notre limite
x quand elle tend vers plus l'infini de moins x exponentielle moins x est égal limite de t quand elle tend vers moins l'infini de quoi? De t exponentielle de t. Et ça, c'est égal à quoi? Ça est égal à 0. D'accord? Soit la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x revient à quoi? Revient à 1 moins ln de 1 moins 0. Et ça, c'est 1 moins ln de 1, c'est 0, est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x n'est rien que 1. Voilà, c'est réglé. Interpréter géométriquement ce résultat. Ben, ça, on l'a vu dans le cours. Si on a la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction qui est égale à un nombre, donc on peut dire que la représentation graphique de cette fonction admet une asymptote d'équation y est égale à 1 au voisinage de plus l'infini. Donc on peut dire ça. Interprétation, la représentation graphique ou la courbe de la fonction f admet une asymptote d'équation y est égal à 1 au voisinage de plus l'infini. Alors deuxième question, petit a, calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc deuxième question, petit a, calculons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Très bien. Oui, on peut utiliser donc soit la première expression, soit la deuxième expression. On va utiliser donc la deuxième. Sinon la première, hein, c'est la même chose. Hein. Donc limite x tend vers moins l'infini de f de x revient à écrire quoi? La limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 moins ln d'exponentielle x moins x. D'accord? On a la limite de x quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est quoi? C'est moins l'infini. On a limite de x quand elle tend vers moins l'infini d'exponentielle x, c'est 0. Et limite, donc la limite de x quand elle tend vers moins l'infini de ln exponentielle de x moins x, c'est quoi? La limite de ln plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Donc, moins l'infini, vous avez cette expression qui tend vers moins l'infini, et cette expression qui tend vers plus l'infini. Donc, moins l'infini moins plus l'infini est égal à moins l'infini. D'accord? Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini moins plus l'infini est égal à moins l'infini. D'accord? Voilà. Petit b, vérifier que pour tout x1 strictement inférieur à 0, on a f de x est égal à x plus 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x exponentielle de moins x.
Très bien, donc vérifions. Là, on ne me dit pas de montrer, mais c'est plutôt de vérifier. D'accord? Montrer, ça veut dire que vous allez prendre la première expression, c'est-à-dire dans l'énoncé du problème, et vous allez arriver à l'expression qu'il demande. Mais là, on vous dit de vérifier. Donc, soit vous partez de l'expression qu'ils vous ont donnée pour arriver à f de x qui est égal à son expression que vous avez au tout début, soit l'inverse. Bah, pour ne pas compliquer les choses, on va prendre l'expression qu'ils ont pris, qu'ils nous ont donnée pour cette question. Donc, vérifions que pour tout x strictement inférieur à 0, on a quoi? On a f de x égale à x plus 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x exponentielle moins x. Très bien. Bah, c'est normal que nous avons strictement x strictement inférieur à 0 parce que vous avez un ln de moins x. Moins x doit être strictement supérieur à 0. Donc, on va prendre un stylo bleu blanc. Donc, x plus 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x exponentielle de moins x est égal x plus 1, on va dire moins, oui, on peut dire ça, ln de moins x plus ln de 1 moins 1 sur x exponentielle de moins x. Et ça, c'est un produit. C'est une somme qu'on peut écrire comment? Ln de a fois b, c'est rien que ln de a plus ln de b. D'accord? Ça, on l'a déjà vu dans le cours, ça. Et on continue. Donc x plus 1 moins ln de moins x fois 1 moins 1 sur x exponentielle de moins x. Donc x est égal x plus 1 moins ln moins x moins plus x sur x exponentielle de moins x. Je peux simplifier le x et inverser les termes. Qu'est-ce que j'obtiens? Est égal x plus 1 moins ln de quoi? De 1 exponentielle moins x. Et bien ça c'est x plus 1 moins ln de exponentielle x moins x qui est égal à f de x. Voilà. On vient de vérifier que l'expression est égale effectivement à l'expression de f de x pour tout x strictement inférieur à 0. Très bien. Et on passe à la question C. Calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Et puis déduire que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction, la droite d'équation réduite y est égale à x au voisinage de moins l'infini. Très bien. Calculons la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De f de x sur x. Limite x tend vers moins l'infini de cette expression. On va utiliser l'expression qu'on vient de montrer. Oui, puisque, voyons, on peut utiliser ça. Bah, pourquoi je vais utiliser ça? Parce que j'ai pour tout x strictement inférieur, j'ai quoi? J'ai f de x qui s'écrit comment? X plus 1 ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x exponentielle moins x. Donc là, je suis sur le bon domaine, c'est-à-dire dans moins l'infini, donc je peux utiliser cette expression. Donc la limite de f de x revient à écrire
limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? F de x sur x, c'est-à-dire, je vais l'écrire directement, donc x sur x ça fait 1, plus 1 sur x, moins ln de moins x sur x, moins ln de 1 moins 1 sur x exponentielle moins x sur x. D'accord? Et là, je développe chaque expression à part. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est quoi? Ben, 1 sur l'infini, c'est 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de ln moins x sur moins x, ben, je vais prendre ce moins. Ça, c'est une limite usuelle qu'on a vu dans le cours avec changement de variable. Si je pose t est égal à moins x, donc la limite redevient quoi? La limite quand t tend vers plus l'infini de quoi? De ln de t sur t. Et ça, c'est 0. D'accord? Avec changement de variable, t est égal à moins x. Très bien. Et la limite quand x tend vers moins l'infini du troisième terme. Mais avant de faire ça, on va y aller étape par étape. Oui, on peut dire ça. Donc, c'est quoi la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle moins x? C'est égal à quoi? Sinon, je peux prendre que x exponentielle. Voilà, juste le dénominateur. Ça revient à écrire quoi? Exponentielle moins x, c'est plus l'infini. Et exponentielle sur plus l'infini, c'est quoi? C'est plus l'infini. Fois moins l'infini, ça va donner moins l'infini. D'accord? Ça, c'est moins l'infini. D'où la limite x tend vers moins l'infini de ln 1 moins 1 sur x exponentielle de moins x. C'est quoi? On a ça qui tend vers moins l'infini. Donc 1 sur moins l'infini, c'est 0. Et ln, donc ça revient à écrire ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. D'accord? Et limite de x quand elle tend vers moins l'infini de cette expression, 1 moins 1 sur x exponentielle moins x sur x, c'est quoi? C'est 0 sur moins l'infini, c'est 0. D'accord. Donc on a montré que ça est égal à 0, ça est égal à 0, et ça est égal à 0. D'accord? Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x n'est rien que 1. Voilà. Et puis, bah, voilà, donc là, oui, on a une branche parabolique, mais il va falloir calculer la limite de quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x. C'est ça, c'est ce qui me permet de déduire que la courbe a donné une branche parabolique. Voilà. Déduisons que C de f admet une branche parabolique. Puisqu'on a ça qui est égal à la limite de f de x sur x est égal à un nombre, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x. Et ça, quelle expression je vais utiliser? Bon, je vais utiliser la même expression. Donc c'est la limite de x quand elle tend vers moins l'infini. F de x moins x, bah, c'est simple, c'est 1 plus ln. Non, c'est moins. Attends. 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x exponentielle moins x. D'accord? Et là, on va calculer les limites de terme par terme à terme. Donc, limite de x quand elle tend vers moins l'infini de ln moins x, c'est quoi? C'est comme si vous dites qu'elle tend vers plus l'infini. Ben, c'est plus l'infini. Très bien. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de ln 1 moins 1 sur x exponentielle de moins x, c'est égal à quoi? Alors, on a exponentielle de moins
Moins l'infini, c'est exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est plus l'infini. Fois moins l'infini, ça va donner moins l'infini. 1 sur moins l'infini, c'est 0. Ça revient à calculer ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. D'accord? Donc, on a ça qui est égal à 0. Ça qui est égal à plus l'infini. Donc 1 moins plus l'infini moins 0. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x n'est rien que 1 moins plus l'infini moins 0. Et ça, c'est moins l'infini. Voilà. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x est égal à moins l'infini. Et on en conclut quoi? Ben c'est voilà. Donc on conclut que effectivement la courbe C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation réduite y est égal à x au voisinage de moins l'infini. Ça, c'est du cours. Hein. Très bien. Et on passe à la troisième question. Petit a. Alors, montrer que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à 1 moins x sur exponentielle de x moins x. Montrons, donc c'est la dérivée, montrons que pour tout x appartenant à R, on a quoi? f' de x est égal à 1 moins x sur exponentielle de x moins x. On a f de x s'écrit comment? On va faire un petit rappel. C'est x plus 1 moins ln exponentielle de x moins x. D'accord. Alors là, on a deux fonctions. Le ln, on va faire un petit rappel. On sait bien que la dérivée d'un ln u de x, c'est quoi? C'est la dérivée de u de x sur u de x. Et exponentielle de u de x, la dérivée est égale à quoi? C'est u de x prime fois exponentielle de u de x. D'accord? Et là, on peut appliquer ça directement. Donc, f' de x, c'est quoi? X plus 1, le premier polynôme, x plus 1 prime, moins ln exponentielle moins x moins x prime. Ça, c'est 1. D'accord? Et ça, c'est un ln. Donc, ça va être exponentielle de x moins x prime sur exponentielle de x moins x. Et exponentielle de x moins x prime, c'est quoi? Ben, c'est exponentielle de x. Donc, 1, c'est exponentielle de x moins 1, tout simplement. D'accord? Donc f' de x redevient 1 moins exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins x. Et voilà, on va réduire au même dénominateur. Ça va écrire exponentielle de x moins x moins exponentielle de x plus 1, le tout sur exponentielle de x moins x. D'accord? On simplifie exponentielle de x avec moins exponentielle de x. Et on aura f' de x est égal à quoi? 1 moins x sur exponentielle de x moins x. Et ceci pour tout x appartenant à R. Voilà.
Assez rapide. Hein. Très bien. Quoi d'autre? Étudier le signe de la fonction dérivée de f. D'accord. Donc, petit b. Puis déduire le tableau de variation de f sur r. Très bien. Étudions le signe de f'. D'accord. On a quoi? On a f' de x qui est égal à quoi? C'est 1 moins x sur exponentielle x moins x pour tout x appartenant à R. D'après la partie 1, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que exponentielle de x moins x est strictement supérieur à 0, donc c'est positif pour tout x appartenant à R. Et bien le signe de f' n'est rien que le signe de 1 moins x. Donc le signe de f' est le signe de 1 moins x. Ben, on va étudier 1 moins x. On a, on va dire x, on va écrire le tableau avec une autre couleur. On va prendre le bleu, d'accord. Donc x sur moins l'infini plus l'infini. 1 moins x s'annule en quoi? Il s'annule en 1. D'accord. Au-delà de 1, c'est négatif. Et en dessous, c'est positif. Donc ça, c'est la variation de 1 moins x. Donc, et puisque le signe de f' n'est rien que le signe de 1 moins x, on peut écrire que f', son signe, elle s'annule aussi sur 1, négatif et positif. D'accord. On conclut aussi, donc, la variation, ou plutôt le tableau de variation de f sur R. On va continuer sur le même tableau. Et on a f, elle est croissante de moins l'infini à 1 et décroissante de 1 à plus l'infini. On a calculé la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. On a calculé la limite de f de x quand elle tend vers plus l'infini, on a trouvé c1. Et là, donc, il y a l'image, on peut calculer l'image de f de 1. D'accord. Ça, c'est la variation de f sur R. Très bien. Ben maintenant, montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle moins 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Ouais. Donc, montrons... Là, on va l'étudier sur l'intervalle moins 1, 0, montrant que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle moins 1, 0. Très bien. On va faire un petit rappel du théorème des valeurs intermédiaires. On a une fonction f qui continue sur un intervalle AB. D'accord. Et f, elle est soit croissante, soit décroissante sur le même intervalle. Et quoi? Et f de A fois f de B est négatif, strictement inférieur à 0. Alors, selon le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique sur cet intervalle. Et cet intervalle A, B, on n'introduit pas le A et B parce que ce n'est pas dans l'ensemble des solutions de cette équation. D'accord? Donc, graphiquement, si vous avez donc deux points A et B, vous avez votre fonction qui est strictement
croissante ou décroissante, bah, l'image de f de a, ça sera négatif, l'image de f de b, ça sera positif, et bah, f de a fois f de b sera strictement inférieur à 0. Et ben, cette équation, l'équation f de x est égale à 0, c'est-à-dire que l'intersection de la fonction f avec l'équation réduite, ou plutôt avec la droite d'équation réduite y à 0, et ça c'est rien que l'axe des abscisses, donc l'intersection de l'axe des abscisses avec la fonction, la représentation de la fonction f existe, et on aura une intersection. Cette intersection, c'est la solution de l'équation f de x est égal à 0. D'accord? Ben, c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires qui vous permet de dire ça. Donc il va falloir montrer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour notre cas, on a f de x plus 1 moins ln exponentielle de x moins x est une fonction continue sur R, car x plus 1 est continu, donc c'est un polynôme, donc il faut prouver qu'il est continu, car polynôme, d'accord, et vous avez exponentielle de x moins x qu'on a vu est continu sur R, et ln de exponentielle de x moins x, c'est aussi, donc la fonction ln elle est continue aussi sur R. D'accord, donc f de x continue sur R et plus précisément sur l'intervalle moins 1, 0. Très bien. Là, on vient de vérifier la continuité. Maintenant, on a besoin de la variation. Donc, selon le tableau de variation de la fonction f, on a quoi? On a f est croissante sur moins l'infini 1. Donc, elle est croissante plus spécifiquement sur moins 1, 0. D'accord? Parce que cet intervalle est inclus dans moins 1, 1, moins l'infini 1. D'accord? Donc on vient de montrer qu'il est continu, qu'elle est croissante, strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il va falloir calculer l'image de f moins 1 et de f de 0. f de 0, c'est quoi? Pour montrer que f de... Voilà, donc le produit est négatif. On a f de 0, c'est quoi? C'est 0 plus 1 moins ln exponentielle de 0 moins 0. Et ça, c'est clair et net que c'est f0, 1, moins ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc, c'est 1. C'est strictement positif. f moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 plus 1, moins ln de exponentielle moins 1, moins 1, ça fait plus 1. Très bien. On peut simplifier 1 avec moins 1. Donc f moins 1, c'est moins ln de exponentielle moins 1 plus 1. Et ça, c'est positif. Ça, c'est sûr et certain que c'est positif, parce qu'on a montré que ça, pour tout x appartenant à R, c'est strictement positif.
On peut calculer ça par la calculatrice. ln, alors ln exponentielle moins 1 plus 1 0,31. Donc c'est 0,31 est égal moins 0,31. Donc f moins 1 c'est négatif, strictement inférieur à 0. D'où le produit f moins 1 fois f de 0 est strictement négatif, strictement inférieur à 0. Donc d'après, on conclut, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique sur l'intervalle quel intervalle? C'est moins 1, 0 avec des crochets ouverts. Il ne faut pas inclure moins 1 et 0. Pourquoi? Parce que ni moins 1 ni 0 n'est solution de cette équation f de x est égal à 0. Alors, question numéro 4. La courbe C de f ci-contre est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. Très bien, donc on nous représente la fonction, la représentation graphique de la fonction f et la droite d'équation réduite y est égale à x, à ce que je vois là. Oui, petit a justifie graphiquement que l'équation f de x est égale à x admet deux solutions alpha et bêta. Oui, c'est une question très classique là. Oui, parce que voilà, il y a une intersection. On voit que l'intersection de la courbe C de f avec la droite y est égale à x, ça, il y a deux points d'intersection, donc il y a deux solutions. Très bien, donc ça c'est classique. Petit a, graphiquement. Donc on écrit graphiquement, on a la représentation de la fonction f qui est c de f coupe l'équation, ou plutôt la droite, coupe la droite d'équation réduite y est égal à x en deux points, d'accord, en deux points, ainsi l'équation f de x est égal à x admet deux solutions alpha et bêta. C'est quoi, c'est alpha et bêta? Avec alpha et bêta sont les abscisses de ces deux points d'intersection. Voilà. On ne pourra pas dire pas plus que ça, hein. Très bien. Donc petit b, montrer que exponentielle de alpha moins exponentielle de bêta est égal à alpha moins bêta. Oui, donc on reprend les deux solutions alpha et bêta. Bah oui, d'accord. On a quoi?
Donc alpha et bêta sont deux solutions de l'équation. Il va falloir remplacer x par alpha une autre fois par bêta et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on a alpha et bêta sont solutions de l'équation f de x est égal à x. Donc il vérifie l'équation. Ainsi, on peut écrire que f de alpha est égal à alpha et f de bêta est égal à bêta. Et on va remplacer. On a f de x, c'est quoi? C'est x plus 1 moins ln de quoi? Ln de exponentielle x moins x. Donc dans le premier cas, on a f de alpha, c'est alpha plus 1 moins ln exponentielle alpha moins alpha. F de bêta est égal à quoi? C'est bêta plus 1 moins ln exponentielle de bêta moins bêta. Et on a quoi? Et on peut écrire d'où f de alpha moins f de bêta n'est rien que alpha moins bêta. Et on peut écrire que alpha plus 1 moins ln exponentielle alpha moins alpha moins bêta moins 1 plus ln exponentielle de bêta moins bêta est égal à alpha moins bêta. On simplifie. Moins bêta avec moins bêta, alpha avec alpha, moins 1 avec 1. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un ln exponentielle de bêta moins bêta moins ln de exponentielle alpha moins alpha est égal à 0. On sait que ln de a sur b, c'est rien que ln de a moins ln de b. En utilisant donc ça, on peut écrire que ln de exponentielle de bêta moins bêta sur exponentielle de alpha moins alpha est égal à 0. On sait que ln de 1 est égal à 0. D'où exponentielle bêta moins bêta sur exponentielle de alpha moins alpha est égal à 1. D'accord? Donc exponentielle de bêta moins bêta est égal exponentielle de alpha moins alpha. Ce qui implique exponentielle de alpha moins exponentielle de bêta est égal à alpha moins bêta. Voilà, ça c'est simple. Donc ça, cette question elle est très facile, que ce soit pour le petit a ou le petit b, c'est un point donné. C'est des questions très classiques. Très bien, donc 5, question numéro 5. Soit G, donc la restriction de la fonction f sur l'intervalle i est égale à moins l'infini 1. D'accord. Donc déjà là, il va falloir restriction. Donc le mot restriction, c'est taqyid. Donc G dans ce cas de figure, G c'est la fonction f, mais c'est pas la fonction f. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc on a G est une restriction de f sur l'intervalle i qui est égal moins l'infini 1 inclus. Très bien. Ben, si c'est une restriction, c'est taqyid, c'est-à-dire que g de x est f de x sur i, mais la fonction g, c'est pas la fonction f, c'est différent. D'accord? Ça, c'est bien. Petit a, montrer que g peut rajouter pour tout x appartenant à i. Comme ça, on est clair. D'accord? Petit a, montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Il n'est pas demandé de déterminer g-1 de x. Très bien. Donc là, on passe à la fonction réciproque. Et si on veut montrer que g admet une fonction réciproque, il va falloir faire appel aux propriétés du théorème des fonctions réciproques. Qu'est-ce qu'il dit le théorème?
Alors, donc on va finir le problème avec le théorème des fonctions réciproques, c'est assez pas mal, donc c'est un petit problème, c'est pas très compliqué, mais à la fin, ouais, donc c'est assez pas mal. Donc il va falloir maîtriser donc les propriétés, les théorèmes du cours. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Donc si on a une fonction continue strictement, donc les deux conditions, plutôt la condition pour appliquer le théorème des fonctions réciproques, c'est que cette fonction qu'on étudie, ça doit être une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle donné. D'accord? Donc on va dire quoi? Non, j'ai pas besoin de règles. On a la condition, c'est plutôt une condition qu'il va falloir vérifier. La condition théorème, là c'est le théorème des fonctions réciproque. D'accord. Très bien. La condition, si notre fonction g, parce que là on est en train d'étudier la fonction g, si g est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle i qui est moins l'infini 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça c'est la condition. Si, qu'est-ce qu'on pourra dire? Donc si g est une fonction continue strictement monotone sur l'intervalle i, qu'est-ce qu'on pourra dire? On peut dire que la fonction g va admettre une fonction réciproque définie sur un autre intervalle qui est l'image de l'intervalle i par la fonction g. D'accord? Donc on pourra dire si donc la fonction g admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle, puisqu'ils disent l'intervalle j, donc on va sur l'intervalle j, mais ce j, elle est comment? C'est l'image de l'intervalle i par la fonction g. D'accord? Donc, quoi d'autre? Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que g est une bijection. Donc, g va définir quoi? Va définir une bijection de l'intervalle, ça c'est du cours, hein, de l'intervalle i sur l'intervalle j. D'accord? D'accord. Et donc il va exister, donc il y aura quoi? On aura une fonction, donc il existe une fonction notée comment? Notée g-1, c'est la fonction réciproque, telle que quoi? Tel que pour tout x appartenant à i, on a quoi? On a y qui est égal, g de x est égal à y. Et ceci implique, ou équivalent à dire, pour tout y appartenant à j, qui est l'image de i par la fonction g, on a quoi cette fois? On a x qui est égal à g-1 de y. D'accord? C'est ça la fonction réciproque. Donc ça, il va falloir maîtriser tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc il va falloir montrer quoi? Que g, la fonction g est une fonction qui est continue et qu'elle est strictement monotone sur l'intervalle i. Et on va déterminer donc l'intervalle j qu'il me demande. D'accord? Là, on va répondre à la question. Parce que là, c'était juste un rappel du théorème des fonctions réciproques. Qu'est-ce qu'on a? On a
On va vérifier donc la première condition, donc la continuité. On a la fonction f, oui, je parle bien de f, donc la première fonction que nous avons. On a la fonction f est une fonction continue sur R. On l'a vu ça. Donc, elle l'est plus spécifiquement sur l'intervalle I qui est moins l'infini 1 inclus. D'accord? On conclut que la fonction g, on conclut que la fonction g est une fonction continue sur I car g est une restriction de la fonction f sur l'intervalle I. D'accord? Et bien maintenant, il va falloir montrer la monotonie. Qu'est-ce qu'on a? D'après le tableau, tout ça on l'a vérifié tout à l'heure, donc d'après le tableau de variation de la fonction f, on a la fonction f est strictement supérieure. Elle est, pardon, strictement croissante. De moins l'infini 1. D'accord? On conclut que la fonction g est une fonction strictement croissante, hein, on peut dire ça aussi, pour garder une fonction strictement supérieure sur l'intervalle I qui est égal à moins l'infini 1. D'accord? Là, on vient de montrer que la fonction g est une fonction continue sur cet intervalle I et qu'elle est strictement croissante. Mais pourquoi je dis stupide? Strictement croissante. D'accord? Et donc, g est une fonction strictement croissante sur l'intervalle I. Donc, du coup, elle va admettre une fonction réciproque définie sur l'intervalle J qui est égal à l'image de l'intervalle I par la fonction g. D'où, d'après le théorème des fonctions réciproques, G admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle. Quel intervalle? L'intervalle J, parce qu'il me demande de déterminer l'intervalle J, qui est égal à quoi? C'est l'image de l'intervalle I. D'accord? Donc c'est une bijection. Donc j'ai une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle J. Et on écrit
quoi? Pour tout x appartenant à i, on a quoi? On a y est égal à g de x équivaut, pour tout y appartenant à j, on a quoi? On a x qui est égal à g moins 1 de y. Voilà notre fonction réciproque. Très bien, donc on vient de montrer qu'il y a que la fonction g a une fonction réciproque. Et maintenant on va déterminer donc l'intervalle déterminant l'intervalle j. Donc j est égal à l'image de i, et on écrit, on a quoi? On a les limites quand x tend vers moins l'infini de g de x. On l'a déterminé tout à l'heure avec la fonction f, c'est moins l'infini. D'accord? Et nous avons g de 1. C'est quoi g de 1? G de 1, je me rappelle sur le tableau de variation, on n'a pas déterminé f de 1, mais on peut la faire maintenant. On a g de x. C'est quoi g de x? On a g de x, si je me rappelle, c'est x plus 1 moins ln exponentielle de x moins x. Donc on remplace, ça va être 1 plus 1 moins ln exponentielle de 1 moins 1. Donc g de 1 est égal à 2 moins ln exponentielle de 1 moins 1. C'est ça l'image. Donc, l'intervalle j est un intervalle de même nature que l'intervalle i. Donc, il est ouvert. On aura moins l'infini et 2 moins ln exponentielle de exponentielle e moins 1. Et je ferme l'intervalle. D'accord? Voilà, donc l'intervalle j, quoi d'autre? B vérifie que g-1 est dérivable en 1 et calculer g-1 prime de 1. Très bien. Là, c'est le second postulat du théorème des fonctions réciproques. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si, c'est toujours notre si de condition, donc c'est la deuxième condition. Donc la deuxième condition, si g est dérivable en un point, on va prendre par exemple x0, hein. Si g est dérivable en un point x0 de i, et si g' de x0 est différent de 0, alors quoi? Donc c'est les deux conditions. G doit être dérivable en un point x0 et que g' de x0 est différent de 0. Alors quoi? Alors la fonction réciproque, g moins 1 est dérivable au point, quel point? y0 cette fois. Et c'est quoi y0? C'est g de x0. D'accord? Et on écrit quoi? Vous vous rappelez que g-1 prime au point x0, parce qu'il est dérivable, est égal à 1 sur g' de x0. Et ça, c'est 1 sur g' de g-1 de y0. D'accord? Puisqu'on n'a pas déterminé donc la fonction réciproque, on va utiliser celle-là. D'accord? Voilà, donc ce postulat va nous permettre non seulement de vérifier que g-1 est dérivable en 1, mais on pourra aussi calculer g-1 prime de 1. Très bien, on va faire ça. Donc là, on doit montrer que g est dérivable en un point, sur ce point, donc sur le point 1. Très bien, là on va démontrer que g est dérivable sur ce point. Mais là, le point qu'on est en train d'étudier, donc si vous remarquez, si on est en train d'étudier donc la dérivabilité de g-1 sur le point 1, selon le théorème, pour nous c'est le couple x0, y0,
dans I, il est comment dans J? C'est Y0, X0. D'accord? Pour notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a Y0 qui est égal à 1. Et on a besoin de déterminer X0. Et X0, c'est quoi? Ça revient de résoudre quoi? Ça revient à résoudre l'équation, parce qu'on n'a pas la fonction, on n'a pas l'expression de G-1. La fonction réciproque, on ne l'a pas. Mais par contre, on a l'expression de la fonction G. Donc, pour déterminer X0, ça revient à écrire quoi? C'est G de X0 est égal à 1. C'est à nous de déterminer X0. Donc, il va falloir résoudre cette équation. D'accord? Donc, G de X0, ce n'est rien que X0 plus 1 moins ln de exponentielle X0 moins X0 est égal à quoi? Est égal à 1. Ça revient à écrire quoi? On va simplifier le 1 avec le 1. Donc c'est ln exponentielle x0 moins x0 est égal x0. Et ça, c'est exponentielle x0 moins x0 est égal exponentielle de x0. Je simplifie ça avec ça. Donc mon x0 c'est 0. D'accord? Donc il va falloir montrer quoi? Il va falloir montrer que G est une fonction dérivable au point 0. D'accord? Et que G' de 0 est différent de 0. Si c'est le cas, on a vérifié donc la condition qui va nous permettre de dire que G-1 est dérivable en 1. D'accord? Donc on a la fonction G est dérivable au point x0 qui est égal à 0, d'accord, car f est dérivable au point x0 est égal à 0, d'accord. Et on a G' de 0, c'est combien? L'expression de G', c'est rien que F', c'est quoi? On a trouvé c'est 1 moins 0 sur exponentielle de 0 moins 1. Et ça donne 1 sur 1, ça fait 1. Donc on a G' de 0 qui est égal à 1, qui est différente de 0. Donc la condition, plutôt les deux conditions sont vérifiées. Donc G est dérivable au point 0, x0 est égal à 0. Et nous avons G' de 0 qui est différent de 0. Donc on peut dire quoi? Donc déjà, on conclut que la fonction réciproque G-1 est dérivable sur G de x0 qui est quoi? G de 0 qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. Ce qui nous intéresse, c'est le 1. Donc G-1 est dérivable en 1. Et on peut écrire quoi? On peut écrire que G-1 prime point 1 est égal à 1 sur G' de 0. D'accord? Et 1 sur 1 n'est rien que 1. Donc, G-1 prime de 1 est 1. Voilà, donc c'est intéressant. L'application directe du théorème des fonctions réciproques, il va falloir connaître les deux conditions. Donc la première condition, que G est une fonction continue et strictement monotone sur cet intervalle I sur lequel on l'étudie. Et on va sortir donc de la définition que, en fin de compte, G est qui va définir une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle J à déterminer. Et donc la deuxième condition, c'est que f, plutôt G, est une fonction dérivable sur ce point. Là, on est en train d'étudier. Mais là, il nous donne un point qui appartient à J. Donc il va falloir calculer donc, ce x0 et dire que G est une fonction dérivable sur le point 0.
et de vérifier aussi que G' de 0 est non nul. Et on applique directement donc la relation qui permettra de calculer G-1' de 1. Voilà. Très bien, donc ça c'était le problème, assez facile, à part, en général c'est facile, hein. Donc si vous maîtrisez donc les théorèmes, les définitions et tout ça, donc ça, le challenge c'est pas l'intelligence, mais c'est plutôt la rapidité de répondre à un maximum de questions pour récupérer le maximum de points. Voilà, donc c'était pour le problème.